Bonjour Annie, Bonjour. merci de nous recevoir. Pour commencer cet entretien, alors, je suis du Havre, on est ici pour aussi un projet qui nous relie, lié aussi au Havre avec Baptiste Famery. Voilà. Qu'est-ce que représente cette région pour vous? Ah, la Normandie, un champ de mort. Non, mais Malheureusement, j'allais y venir. oui, 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 oui. Non, mais c'est vrai que j'y retourne évidemment pour jouer, tout ça. Mais j'avoue que c'est toujours avec un petit pincement parce que c'est au sens propre un changement, puisque non seulement effectivement mes parents sont morts quand j'étais jeune, mais tous les grands-parents, les oncles, les tantes, sauf un oncle qui reste, mais il n'est pas en Normandie. Donc c'est vrai que je vais jamais, disons, j'y vais, je trouve toujours ça très beau, je trouve toujours ça formidablement aéré, émouvant et la campagne très belle, mais il y a toujours un petit pincement quand même. Alors justement, je voulais revenir un petit peu sur ce passé maintenant assez lointain, avec la disparition de vos parents. Mm. Euh, Votre vie, c'est une tragédie, avec la séparation aussi de votre sœur. Oui. Alors ça j'allais pas dire le pire, la séparation avec ma sœur. Non, bon, c'est vrai que c'est un traumatisme inouï de trouver ses parents décédés à 8 ans et demi, voilà. Mais le fait qu'on m'ait séparé de ma petite sœur, ça a été, je crois, la deuxième grande douleur après, qui était puis un grand-père aussi que j'aimais bien, qui est mort, dont j'ai pris le nom d'ailleurs, qui n'était pas mon grand-père, J'allais vous qui demander était le ça. dernier mari de ma grand-mère, mais qui était un joueur de violon et de mandoline, elle avait été très malheureuse avec deux précédents maris dont elle avait les enfants. Et puis là, tout à coup, sur le tard, elle avait trouvé un homme formidable, Monsieur Dupéré. Et effectivement, c'est commencé la vie d'une manière assez tragique, mais j'ai réagi très fort. Hmm. J'ai réagi très fort, surtout après une petite tentative de suicide que j'ai fait vers 13 ans. Et je crois que c'est une chose, d'ailleurs, j'en ai discuté un jour avec Boris Cyrulnik. Il m'a dit, effectivement, c'est assez courant que les enfants qui se sentent coupables d'être les survivants, quelque part, tentent le coup pour savoir si par hasard, il ne serait pas mieux avec eux. Et puis, quand ça marche pas, alors là, rien ne peut les arrêter. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Une fois que j'ai vérifié qu'on ne voulait pas de moi là-haut, je me suis un peu flanqué sous une bagnole qui était trop basse, donc qui m'a craché, si j'ose dire. J'ai encore une cicatrice là. Et une fois qu'on a vérifié que vraiment on ne voulait pas de vous là-haut, que la place était là, alors là, on part. Et c'est vrai que voilà, je suis partie grâce à la sœur de mon père qui m'a élevée, Tata, une tante merveilleuse. Grâce à elle, elle m'a dirigée comme ça vers les arts. Qu'est-ce qui a fait que c'est votre sœur qui est allée du côté maternel et vous du côté paternel? D'abord, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur une femme exceptionnelle qui avait été une enfant sacrifiée, une fille sacrifiée. Mais bon, je reviens au début de votre question, pourquoi? Eh bien, je crois que tout simplement parce que cette tante s'est battue pour m'avoir. Hmm. Normalement, c'est mon grand-père qui devait avoir les deux enfants, et elle était subrogée tutrice. Donc, c'est-à-dire elle s'est battue. Je crois qu'il me semble, je me demande s'ils n'ont pas été un peu, même au tribunal, en disant il n'y a pas de raison qu'il y ait les deux enfants. Et tout simplement parce que j'ai fait un chapitre là-dessus dans mon livre Le Voile Noir. Elle, elle m'avait dit, quand elle n'avait pas d'enfant, elle a été veuve. J'ai une famille très gaie, hein, voilà, elle était veuve à 29 ans, 30 ans, et elle n'avait pas d'enfant, et elle avait décrété on n'aime qu'une fois. Donc voilà, j'ai bien vu des hommes tourner autour d'elle après, mais non, il n'y avait rien à faire, on n'aime qu'une fois, c'est comme ça, elle est revenue vivre avec sa mère, et puis elle m'a voulu moi, elle m'a dit j'ai pas eu d'enfant, mais c'est pas grave, parce que je te voyais quand tu étais petite,
t'inventais des trucs en permanence, tu dessinais, tu machin, t'avais un bout de ficelle, t'en faisais quelque chose. Tu jouais avec, j'étais la seule enfant, disons, dans cette maison tribale où on était, et j'ai vécu dans le quartier Martinville, moi, le vieux quartier Martinville. Et donc, je jouais avec les chats, je jouais avec des trucs, et elle me regardait, elle me disait, si j'avais voulu une enfant, ce serait celle-là que je voulais. Et elle m'a dit, tes parents sont morts, et là, ça a été effectivement presque une culpabilité pour elle, parce qu'elle a dit, c'est comme si presque j'étais la meilleure amie de ta mère, et c'est sa mort qui m'a donné l'enfant Qu'elle n'a pas eu. que j'aurais rêvé d'avoir. Donc c'était un mélange de sentiments comme ça. Mais la chance que j'ai eue, effectivement, c'était que cette femme-là était première à l'école, qu'elle souhaitait devenir institutrice ou professeure et continuer ses études, et ayant 2 frères, elle a été sortie de l'école à 11 ans pour servir au bistrot, pour aider la grand-mère afin que les 2 frères fassent des études. Oui, alors qu'elle voulait être Et ça, institutrice au jusqu'à la professeur. fin de sa vie, je crois, elle a gardé ça comme ça. Elle a tenté d'apprendre le dictionnaire par cœur jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'elle n'avait pas fait Les études d'études. qu'elle a voulu faire. Oui, et moi, elle a senti tout de suite que c'était vers les arts qu'il fallait, voilà. Ouais, il y a Rouen Ouais. et le conservatoire. Vos parents étaient. Alors, moi, j'ai eu une grosse difficulté en préparant cette interview parce qu'en fait, vous êtes une artiste au pluriel, peintre. On va peut-être aborder le sujet tout à l'heure, sur des projets à ce sujet-là. Il y a la photo, le Oui, théâtre, le cinéma, même le doublage, et surtout l'écriture. mais oui, mais l'écriture, ça a été toujours, en fait, je l'ai beaucoup dit, mais je suis devenue comédienne parce que j'écrivais, en fait. Et un orientateur professionnel extraordinaire, alors que j'étais rentrée 2e sur concours aux Beaux-Arts, ma tante m'avait collé à 10 ans et demi au cours du soir des Beaux-Arts, voyant comme je dessinais, quoi. Et en fait, je suis rentrée, j'ai passé le concours à 14 ans et demi. À l'époque, on pouvait le faire. Avec un vague niveau BEPC, on pouvait rentrer dans des écoles de niveau université, ce qui n'est plus possible maintenant. Donc c'est vrai que pour les cas un peu spéciaux de mômes dans mon genre, spécialisables très tôt, eh ben, il n'y a plus de chemin de traverse. Voilà, faut le bac Faut ou alors choisir. c'est le parcours sauvage. Voilà, on ne peut plus atteindre les écoles. Mais à l'époque, on pouvait le faire. Et donc c'est un monsieur qui a dit oui, mais alors attendez, les beaux-arts, c'est parfait, mais elle écrit tout le temps. Vous dites, elle était première en français, elle va perdre le contact avec les mots. Pourquoi vous ne l'inscrivez pas au Conservatoire d'art dramatique 2 fois par semaine pour qu'elle continue à étudier des textes? C'était ça le principe de base. Et c'est amusant d'ailleurs parce que j'ai aucun souvenir de mon entrée au Conservatoire. J'avais aucun investissement là-dessus. C'était pour étudier des textes. Et puis j'ai découvert les copains, l'échange, à toi, à moi, les partenaires. Moi qui étais solitaire à l'école, en tant qu'orpheline, je n'étais pas vraiment assimilable. J'avais grandi, je faisais la même taille à 13 ans, donc j'étais au milieu d'une mère de gamines. J'arrêtais pas de redoubler les classes, donc plus ça allait, plus j'étais hors gabarit, disons. Et donc ça aussi, c'était isolant. Tout était fait pour m'isoler, en fait. Et en fait, au conservatoire, j'ai découvert la réplique, les autres, l'échange avec les autres, les partenaires, le fait qu'on se monte des scènes ensemble. Et c'est ça qui m'a embarqué dans ce métier. Et là, vous avez découvert aussi Jean Chevron. Jean Chevrin. Jean Alors Jean Chevrin. Chevrin, effectivement, disait essayez de vous élargir dans tous les domaines. Si vous avez envie de vous écrire, écrivez. Si vous avez envie de chanter, vous chantez. Si vous avez envie de faire ça. Voilà, c'était un prof extraordinaire, Jean Chevrin. Et puis il a découvert tout un tas d'autres artistes. Ah oui, ça a été une pépinière comme ça. Et d'ailleurs, on a tous ces points communs. C'est vrai que, tiens, j'ai vu le dernier film de Franck Dubosc, là, qui est très bien, qui est réalisateur, metteur en scène, acteur, qui a été... Valérie Lemercier ne s'est rien interdit, ni de chanter, ni de faire des films. Karine Viard aussi, elle a et moi d'écrire, pas mettre en scène, ça, j'ai pas... mais voilà, on s'interdit rien. C'est vrai qu'il y a un petit point commun comme ça entre les élèves de Monsieur Jean Chevrin. Est-ce que c'est aussi une force de votre caractère d'être une femme oui. Ah, moi, libre j'étais et forte? inattaquable. Ouais. J'étais inattaquable d'abord parce que ma tante,
Dans mon dernier livre, j'ai écrit un chapitre là-dessus parce qu'un de mes amis a eu une phrase absolument qui m'a éclairé. C'est marrant comme une simple phrase, quelquefois, peut... Depuis que je suis toute jeune, j'ai commencé au théâtre, effectivement, au Théâtre de la Ville avec Giraudoux, chez Jean-Louis Barrault, Shakespeare, tout ça, dans les subventionnés. Et tous les soirs, j'étais au cabaret. C'est-à-dire que je sortais de chez Giraudoux et Shakespeare pour aller directement à un endroit qui s'appelait l'Alcazar, où j'avais mes entrées. D'ailleurs, les gars faisaient salut quand j'entrais, comme si j'étais de la maison. Et je faisais l'after avec qui? Avec les transformistes de l'époque. Babette, Sabrina, qui étaient des stars et des gars. Et on buvait des coups après. Après, j'étais à la Grande Eugène, j'ai vu les débuts de Jean-Claude Dreyfus. Après, ça a été Michou. Après, là, j'ai fait un spectacle dernièrement. Avec qui? Avec un gars en fille. Bon, je suis très ami avec les anciens de chez Michou, qui sont vraiment dont un est un de mes meilleurs amis. Et un grand artiste dans son genre. Et un jour, effectivement, j'ai mon ami Jean-Paul Borde qui a dit, c'est quand même très étrange, cette connivence que tu as avec les garçons qui se déguisent en filles, on dirait que c'est ton autre sexe. Mais ça m'a éclairé beaucoup de choses. Énormément de choses. Comment ma tante m'avait laissé d'une liberté de garçon totale, à me laisser partir seule en Espagne à 14 et 15 ans, gaulée comme une plémette. C'est incroyable. Et je me suis dit, effectivement, non seulement j'avais réagi à la mort des parents, puisque c'est comme ça, voilà, j'y vais dans la vie, et un peu hors sol quand même, un peu. Mais en plus, elle m'a élevé comme un garçon, sans aucune restriction. Une fille qui n'était prévenue de rien, mais de rien. Elle allait me récupérer quand je flirtais à tout va dans les squares de Rouen, je veux dire, et sans remontrance. J'ai écrit la seule phrase d'éducation sentimentale et sexuelle que j'ai eue. Un jour que j'étais avec un garçon, depuis sans doute un petit moment, elle l'avait vu, et elle m'avait dit, je vois pas ce que tu lui trouves. Et j'avais dit, il est beau. Et elle m'avait répondu, il peut pas être beau, il est bête. Et s'en est suivi la phrase avec laquelle je suis partie pour ma vie amoureuse. Tu t'apercevras plus tard, ma petite, que même pour faire l'amour, l'intelligence est primordiale. Point barre. On n'a plus jamais reparlé. Tu t'apercevras plus tard que même pour faire l'amour, l'intelligence est primordiale. Vas-y ma cocotte, démerde-toi avec ça. Médite. Extraordinaire. Et cette liberté, moi je la ressens aussi sur votre carrière. C'est je veux pas d'une carrière uniquement au cinéma. Je veux aussi faire de la télévision. Mais Je veux c'est-à-dire faire que du je n'ai pas théâtre. voulu de carrière, c'est ça le truc. C'était un grand avantage de ne pas avoir de projection idéale de soi dans l'avenir. Comme je n'avais pas rêvé d'être comédienne, je suis partie de là par l'amour, avec l'amour de la troupe, surtout. C'est pour ça que j'étais beaucoup heureuse chez Barrault et tout, et au Théâtre de la Ville, par l'amour des partenaires et tout. Mais j'avais pas, j'ai jamais rêvé, par exemple. On me disait toujours, quel est le rôle que vous rêveriez de jouer? Je ne sais pas, c'est le prochain. Je sais pas, j'ai pas de vision idéale. Je voulais pas être une grande comédienne, je voulais pas être une star, je voulais simplement faire bien ce que j'avais plaisir à faire. Et donc voilà, c'est très pratique, hein, parce que ça évite les jalousies, ça évite les regrets, ça évite beaucoup de choses de ne pas avoir une grande projection idéale de soi comme ça. Donc j'ai fait les choses comme ça au fur et à mesure. Les choses se présentaient. Voilà. Et le métier, effectivement, quand j'ai démarré, le métier était quand même moins difficile que maintenant, était beaucoup plus marrant. Là maintenant. À travers votre filmographie, je pense qu'on peut comprendre aussi que vous êtes une artiste qu'on aime retrouver. Les nombreuses collaborations avec Pierre Richard, avec Yves René. Oui, c'est Yves Robert, je me souviens. Yves Robert. Yves Robert, Alain Oui. René.
le temps, en plus, entre chaque projet, il peut se Oui, passer oui, beaucoup de oui, oui, temps. oui, oui, oui. Mais ça, je dis pas, c'est un peu des hasards. C'était parce qu'on se perd de vue, évidemment, entre les temps. Ils font d'autres films et tout. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une amitié comme ça quand on a participé à un film qu'ils ont aimé ou qui a été important pour eux. Et c'était une pure joie, quoi. Et puis à l'époque, il y avait une chose très amusante, c'est que on pouvait faire des films très différents. Par exemple, j'ai sciemment fait un ou deux films dont je savais qu'ils étaient ce qu'on appelle vulgairement des merdes. Mais c'était pas grave. C'était pas grave, on faisait ça, puis on faisait On autre avait chose. Alors, s'amuser. tandis que maintenant, j'aime mieux vous dire que les jeunes acteurs, ils font attention à leur choix, hein, parce que on dégringole vite dans le box-office et il devient, lui, extrêmement important. C'est pour ça qu'on voit toujours les mêmes, d'ailleurs. Hein. Il n'a échappé à personne que, quand même, vous avez une dizaine de noms sur les génériques des films, pas plus, que vous retrouvez à peu près dans tous les films, parce que les producteurs se disent, ah bon, elle a fait un truc qui a marché, donc on va la reprendre C'est moins là-dedans. risqué. Voilà, à l'époque, c'était beaucoup plus drôle que ça. Je veux dire, il n'y avait pas cette espèce de sanction économique comme ça. Alors, je pense que pour le cas de beaucoup de Français, un des rôles qui nous a le plus marqué, c'est un éléphant ça Ah bah trompe oui, énormément. Cette scène à la le, Marilyn, le doudou des Français. voilà. Donc, il faudra peut-être l'expliquer pourquoi c'est le doudou des Français. Oui, non, non, oui, oui, effectivement, le doudou des Français, oui, parce que juste avant le confinement, effectivement, pour faire passer la pilule qui était un peu raide quand même, d'enfermer les gens chez eux, ben, on a passé un éléphant ça trompe. Je me suis dit, tiens, voilà, il leur faut, là, on va leur flanquer ça, ça va faire une dose d'anesthésie. Et puis comme quand même c'était très raide de les enfermer, hein, il fallait une deuxième dose. Alors le deuxième jour, ça a été les tontons flingueurs. Deuxième doudou. Là, on se dit, on passe les deux à suivre, c'est grave. Là, c'est grave. Donc la prochaine fois qu'il passe à la télévision, Faut se méfier, Ouais, faut se voilà, c'est méfier. clair. Alors du coup, sur un éléphant, ça trompe énormément. Et cette scène, comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé qu'en fait, c'est Jean-Loup Dabadi m'a expliqué longtemps après que venait de moi, cette scène. Et elle venait de moi dans le film de Pierre Richard, euh, le premier film qu'on a fait ensemble, Le Malheur d'Alfred. Nous nous suicidions dans le canal Saint-Martin. Et c'était long, hein, parce qu'on avait toute une scène où on se battait dans l'eau, il fallait jouer, etc. Donc on a beau nous mettre une combinaison, on tournait chez Yves Robert qui avait des bassins d'eau de source, 12 degrés. Je voulais mourir tranquille. Je ne peux pas mourir tranquille, c'est quand même insensé. Attendez, alors vous êtes trop rageux. Écoutez-moi la pub, je vous ai rien demandé, vous, qu'est-ce que vous avez besoin de sauter à l'eau? Bruit, hein. Il fallait aller dans l'eau pour les plans larges, y retourner pour les plans moyens, et les contre-champs et tout ça, on était dans un état mais de frigorifié, on nous a mis des couvertures, des trucs à boire, et puis il cherchait quelque chose que cette jeune femme ferait, qui éveillerait comme ça l'intérêt de Rochefort, comme s'il la voyait toute seule dans sa salle de bain, quoi. Et tout à coup, c'est Dabadi qui m'a dit, Yves Robert m'a dit, ah tiens, j'ai vu Annie chez moi quand elle avait froid, on a mis de la musique et hop, elle a jeté toutes les couvertures, elle est partie autour de la pièce avec les gens par-dessus la tête. Tous les gars sont restés comme ça, on pourrait peut-être s'en servir. C'est merveilleux, j'adore. Qui m'ait dit que j'étais à la base d'un plan mythique du cinéma français. Et c'est seulement après qu'ils ont pensé à Marilyn. Je n'étais qu'un homme sans aventure, calmement épris de sa famille et de sa patrie, et dont le regard ne faisait aucune embardée au passage des femmes.
6e. Moi aussi. Ah bah ça, c'est la minute. Vous croyez? Et Mais puis, c'est une amusant. scène très très importante du film parce que là, il y a une version américaine et le titre américain, c'est la fille, La fille en voilà. rouge, oui, oui. Voilà, Oui, oui, donc, oui, oui, oui. pour dire que ce rôle est important oui. dans ce film-là. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut Ouais. qu'ils se rattrapent avant que ça passe à la télévision. Ah oui, que ça repasse à la télévision avant une mauvaise nouvelle. Pourtant, je l'ai vu il y a récemment dans une interview d'Yves Robert. Vous étiez pressenti pour le rôle de Mireille d'Arc dans Le Grand Blond et une chaussure noire. Oui, ah oui, je crois, oui. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être j'étais au théâtre, parce que pendant ce temps-là, j'arrêtais pas de faire du théâtre, tu vois, sur Jean-Louis Barrault surtout. Et alors, bon, c'est vrai que chez Jean-Louis et au Théâtre de la Ville, on pouvait faire une carrière de cinéma, puisqu'on jouait pour des, comme dans les subventionnés, pour des périodes comme ça, assez courtes. Qu'est-ce qui guidait vos choix de rôle dans un film Le plaisir. Le plaisir. Le Ouais, tu l'as plaisir, évoqué ouais, tout à l'heure, ouais. Oui. J'ai toujours d'ailleurs la même manière assez simple de choisir un rôle. Quand je lis quelque chose, si je repose d'abord si j'ai trouvé le scénario, le script bien, si je repose et que je commence à me dire tiens, dans telle scène je pourrais faire ça, c'est que ça commence à travailler. Donc ça veut dire que il y a un petit moteur qui se met en route. Malgré votre notoriété au cinéma, vous n'avez jamais abandonné le théâtre ni la télévision. Non. Était-ce une nécessité artistique ou un véritable acte de liberté? Ah non, 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 Anna, parce que le théâtre, c'est la base, quoi. Je suis partie dans le théâtre, puis le cinéma m'a happé un peu comme ça, et à un moment, j'ai voulu revenir au théâtre parce que je me suis aperçue qu'on me prenait juste parce que j'étais très jolie, et voilà, que j'avais une jolie silhouette, mais on n'attendait pas plus, quoi. Et un jour, j'ai eu vraiment un choc. J'ai eu vraiment un choc de me dire, tiens, si je continue comme ça, à faire que du cinéma, je suis perdue. Faut que je revienne au théâtre. Et coup de chance, un de ces coups merveilleux qui m'arrivent comme ça, des anges, je suppose, j'ai rencontré Jean-Louis Barrault, à une soirée, comme ça, que j'ai été voir, et je lui ai dit, voilà, je voudrais refaire du théâtre. Il m'a regardé, il m'a dit, vous avez fait de la danse? J'ai dit oui. Alors venez me voir demain à l'Élysée-Montmartre, j'ai peut-être un rôle pour vous. C'est quand même, ça fait partie de ces choses inouïes qui, à mon avis, je crois vraiment aux anges. Là, et ils m'ont envoyé tellement de choses comme ça que là, c'était voilà. Ça me rappelle aussi une anecdote aussi sur un rôle que vous avez fait une audition pour un rôle, vous n'étiez pas prévu. Et, Ah oui, oui. Non, c'est même pire que ça. J'étais en coulisses. J'ai passé la tête pour regarder la. Oui, mais ça, c'est toutes les choses très mystérieuses qui se passent dans ma vie, le destin. y compris les familles formidables, voilà, qui arrivent le lendemain, début de tournage, le lendemain du jour où je rendais mon livre Le Voile Noir, pile le lendemain. Et je rencontre le metteur en scène, Joël Santoni, donc, et qui me dit, Annie, je dois te prévenir, j'ai jamais rien fait de drôle dans ma vie. Alors j'ai rigolé, je lui ai raconté le livre que j'étais en train d'écrire sur la mort de mes parents, et en 4 phrases, on s'est appris l'un l'autre qu'on était orphelins de père et de mère au même âge. Trop bien organisé. Alors pour revenir au théâtre, c'est une actualité avec le duplex. Oui. C'est aussi l'occasion de retrouvailles. Oui. Avec Francis Perrin et un nouveau partenaire. Et un nouveau partenaire, voilà, qui va être, alors on le sait maintenant, un charmant garçon, paraît-il, Philippe Lelièvre. D'accord. Et alors voilà. Qui aura le rôle de... Voilà, de Légitimus. Légitimus, voilà. D'accord. Donc on va évidemment répéter avec lui, parce qu'il va faire ce que j'ai fait. Moi, en fait, j'ai repris le rôle de quelqu'un après qu'ils aient fait une captation, et donc j'ai répété toute seule, et puis 4 jours avec eux avant de reprendre la pièce. C'est assez acrobatique comme histoire. Donc lui, on va peut-être être un petit peu plus gentil avec lui. On va peut-être quand même répéter un petit peu plus que 4 jours quand même. J'ai une idée lumineuse. Je t'écoute.
On va semer la zizanie dans leur couple pour qu'ils mettent leur appartement en vente. Chou, tu es diabolique. Et encore, t'as pas tout vu. Alors, où est-ce que ça va vous emmener là en 2026 Alors, je sais pas, je veux absolument reprendre par contre ce spectacle de café-concert que j'ai créé avec un camarade du music hall et que nous jouons de loin en loin comme ça depuis. Alors, faut dire que ce camarade partenaire, nous aurions repris ce spectacle depuis longtemps, Viens Poupoule, si il n'avait pas, et je le comprends, accepté d'être taulier lui-même de la plus vieille boîte de Paris, le Tango. Et bon, je le comprends parce que ce métier étant si difficile, on lui a proposé, et il est parfaitement capable de ça, d'être directeur, animateur. Et bon, donc on n'a pas pu reprendre la pièce parce qu'un partenaire qui n'est pas libre le week-end dans un spectacle festif, c'est quand même un peu bête. Ouais. Mais je ne lui en veux pas, et pour cause. Et donc on l'a joué de loin en loin, on l'a joué au Festival de Ramatuelle, on l'a joué en Normandie à Houlgat, pour faire l'ouverture du Festival de Houlgat. Et j'espère bien le reprendre l'année prochaine. Voilà, Viens Poupoule, c'est un spectacle bonheur que nous avons écrit, conçu avec mon partenaire, donc voilà. Une courte parce que c'est du supplément. Ouais. Viens Poupoule, viens. Quand j'entends des chansons, ça me rend tout polisson. Wow. Viens Poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que t'es devenu papa. Alors, si on est ici, c'est grâce à Baptiste Faméry, oui, qui vous a proposé un rôle dans la comédie musicale Salle d'attente. Oui. Pourquoi avoir accepté cette Parce qu'il me l'a demandé et qu'il m'a semblé extrêmement sympathique. Et en plus que c'était pour une bonne cause. Voilà. Donc, non, je suis ravie de faire ça. C'est bien, c'est sympathique de participer comme ça à une œuvre de quelqu'un avec quelqu'un qui est amoureux de ce qu'il fait, qui est enthousiaste. Donc voilà, je le fais avec bonheur. Et sur un sujet qui peut ne pas... Voilà. Enfin, qui n'est pas drôle à la base. Qui n'est pas drôle à la base, voilà. Ouais. J'ai mal partout, est-ce bien normal? Est-ce dans ma tête? Est-ce que c'est grave? Je somatise, j'ai pas le moral. Toutes ces questions sont si banales. Quelle que soit l'urgence, bobo, grande souffrance, nous sommes tous les mêmes en salle d'attente. Chargés de nos histoires, de nos déboires, de nos espoirs, on cherche tous pareil. Ces gestes qui soignent et ces mots qui soulagent. En salle d'attente. On découvre que dans la comédie musicale, on passe aussi des rires aux larmes. Bien sûr, oui, assez rapidement. Ça a été notre connivence d'ailleurs avec Joël Santoni. Le fait d'être orphelins tous les deux, on a découvert assez vite en fait qu'on avait une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde. On ne peut pas s'en vanter, c'est la vie qui nous l'a donnée. On peut passer très vite du tragique au nez de clown. C'est ça, tout le monde ne sait pas le faire. Ah non. Et tout le monde ne sait pas le faire, et ça, on l'avait tous les deux. Donc c'est pour ça qu'on a eu des idées. TF1 était horrifié que j'ai un cancer, par exemple. Horrifié que tout à coup, on ait une fille handicapée à un accident. Ils étaient, mais ils ne savaient plus où ils étaient, quoi, parce que c'était dans des comédies. Eh ben oui, nous, on peut le faire. Voilà, et c'était assez précieux de faire ça. Et dans cette série, vous avez apporté un peu de votre vécu, de votre... Vécu, non, mais d'écriture, oui. Oui. Oui, j'ai écrit beaucoup de scènes, les scènes de colère notamment, parce que j'adorais écrire les scènes de colère, et beaucoup de scènes, j'ai beaucoup écrit dedans, ouais. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous voir. Votre mari, il fait quelque chose. Je veux divorcer.
Mais de qui? De Jacques. Qu'est-ce que t'as encore fait? Je te jure, il a rien fait cette fois-ci. Je ne vais pas me laisser faire. Comment tu peux nous faire ça? T'imagines les conséquences pour la famille? Déjà qu'elle ne tient plus qu'à un fil. On est tous dispersés dans le monde, là. Je peux vous assurer que Catherine est convaincue de faire le bon choix. Ce que je veux, c'est du calme. Merde! Vous êtes complètement cinglé. Je n'en peux plus. Nous sommes une famille et ça ne changera pas. Vous êtes Catherine Beaumont? Oui. Vous faites l'objet d'un mandat d'amener. En prison? Moi? Inédit, une famille formidable, l'ultime saison, lundi à 21h sur TF1. Vous avez été plusieurs fois primée pour vos talents d'écrivaine. Beaucoup nommés. Non, je me trompe? Oui, nommé, Ouais. nommé, vous avez raison. Mais nommé au César, au Molière. Oui. Est-ce que après la carrière que vous avez, on recherche encore un rôle à la mesure pour décrocher le Oh titre? non, mais les prix, ça c'est autre chose. Les prix, c'est des fioritures, c'est gentil, ça c'est pas. Oui, c'est bien parce que ça marque un peu, ça fait bien dans le curriculum. Mais non, mais généralement, d'ailleurs, vous êtes bien, vous dites nommé. Généralement, on vous les donne au bout d'un certain nombre d'années. Il y a un journaliste qui m'a dit un jour, dites donc, quand même, 5 Molières de la meilleure actrice. J'ai dit, d'accord, c'était juste des nominations, je vous signale au cas où, mais puisque vous me les donnez, je les accepte volontiers. Il y a eu quand même les prix pour la télévision, pour les deux séries Un château au soleil Oui. et La plus grande, une famille Ouais, formidable. ouais. Qu'est-ce que vous en avez fait de ces... Je les ai jetés. J'avais envie de vous entendre Ben, le dire. je sais. Non, je les ai jetés d'abord parce que c'était les 7 d'or, c'est ça. C'est Ce ça. truc était horriblement Ouais, dangereux. avec le 7, avec Il la petite était antenne. 7 pointus des deux côtés, une antenne pointue, et il ne tenait pas debout. Donc j'avais des enfants en bas âge à l'époque, et j'ai dit, ils vont essayer de l'attraper parce que c'est doré, ça va les amuser. Ils prennent ça sur la tronche, ils se tuent. Je les flanque à la poubelle. Il paraît que j'aurais pu les vendre à un bon prix. Ou les donner dans Tant un pis. musée. Hein, Oui, Alors pour terminer cet entretien, peut-être un petit mot sur la carrière de votre fille, Oh bah oui, voilà, qu'on voit partout maintenant. elle est, oui. Quel regard vous portez sur sa carrière et sur cette nouvelle génération? Eh bien, écoutez, effectivement, je la vois, ils font, elle et son agent, très attention aux choix qu'ils font de qualité, de metteur en scène, de tout ça. Et je les comprends, parce qu'effectivement, maintenant, la valeur économique d'un acteur vaut autant que son talent. Voilà. Donc, je la comprends de bien mener, avec l'aide d'un bon agent, je crois, de bien mener sa carrière. Avant, on était plus décontracté ça, on faisait une merde, c'est pas grave. On faisait un bon film après. On vous en tenait pas rigueur, quelque part. Ça faisait partie d'une variété de choses comme ça. Mais là, c'est devenu plus pointu. Elle fait, je crois, de très très bons choix, que ce soit dans des seconds rôles ou dans des rôles plus importants, et elle est épatante. Elle est épatante. Mais c'est bien parce que je l'ai su avant elle qu'elle serait comédienne. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler ensemble? Nous avons joué ensemble une fois la merveilleuse pièce de Anouilh Colombe, que je signale, je crois qu'on peut voir encore sur YouTube. Colombe, Anouilh Dupéré, hop, on voit, on a la pièce, excellente captation qui avait été faite pour la 2 et que, faut pas trop le dire parce que peut-être ils vont la retirer sinon, mais voilà. On verra bien. Alors je signale aussi, effectivement, tandis qu'on y est, que sur YouTube, il y a le seul film dont j'ai été la scénariste, c'est le premier film de Bernard Giraudot, et qui est un film dans lequel on a émis tout notre cœur et notre collaboration, comme ça, qui s'appelle La face de l'ogre. Si vous aimez dessiner les montagnes, c'est pas les sources d'inspiration qui ont dû vous manquer. Et oui, je sais tout. Vous êtes très discrète, mais Ringler m'a dit ce matin que vous étiez la femme d'un alpiniste très connu. Il vous a dit ça, Ringler? Oui. Ça vous embête? Pas du tout. Si, ça vous embête. Oh, je comprends. À la longue, ça doit être fatigant d'être la femme d'eux. Il est pas là en ce moment? Ouh. Votre mari, il est pas là? Non.
On l'a appelé à l'improviste, il a dû s'absenter quelques jours. J'ai préféré l'attendre ici. On marche un peu. Qui est un livre sur la montagne, sur ceux qui attendent, ceux qui grimpent. Et c'est effectivement, c'est un film très, très touchant, assez dramatique, mais qui se termine avec une lueur d'espoir et que j'aime beaucoup. La face de l'ogre, donc, est tout à fait visible sur YouTube parce qu'on ne le trouve nulle part. Et donc avec Sarah, est-ce qu'il y a des envies aussi de travailler au cinéma avec elle? Oh non, pas forcément. Non. Je la laisse. Je sais qu'elle a été très enquiquinée au début d'avoir 2 parents connus. Elle me disait, tu peux pas savoir ce que c'est embêtant, maman, que les gens te regardent en disant qu'est-ce qu'elle a de l'un, qu'est-ce qu'elle a de l'autre. Et alors maintenant, je crois qu'on se pose plus la question. Donc, à force j'ai pris l'habitude de prendre de grandes distances, à tel point que je sais quelquefois pas ce qu'elle tourne. Voilà, je la prends après. Alors, vu que vous parliez de Bernard, vous aviez eu aussi l'occasion de jouer ensemble au théâtre, je pense? Au théâtre, oui. Ouais. Oui. D'abord, on avait créé tous les deux une comédie musicale. Ça, c'était un sacré boulot, qui s'appelait Attention fragile. Et il n'y en a pas de traces, très peu de traces. Il y en a sur l'INAP, il y en a parce qu'on a refusé que ce soit filmé. Alors mes enfants maintenant me disent mais vraiment qu'est-ce que vous avez été bête, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait aimé voir ça. C'était 30 personnages à 2, 15 chansons, 15 danses. C'était à quelle époque? On avait 30 ans. Que vous dire, je sais pas, j'estompe les repères. On fait le calcul. J'estompe les repères. Faites-en autant, estompez les repères. Annie, on vous a vu à plusieurs occasions prendre la parole sur des sujets, mais quelle est la place de l'artiste, du comédien dans la vie, dans la société? Oui, alors, sur des sujets de société comme ça, quand je me suis exprimé, ça c'était moi. Non, mais je pense que les comédiens, les artistes en général d'ailleurs, mais surtout les comédiens, ont quand même un rôle, c'est de faire rêver les gens, de les amuser. J'ai vu ça avec le succès du duplex. Les gens ont un besoin désespéré de rire. Et quand même, les pièces, c'est le miroir. C'est le miroir de la société, de l'humanité. Et puis, il y a une chose qui va peut-être nous servir, nous comédiens de théâtre, c'est l'IA. Parce que le spectacle vivant, pourra pas être copié. Donc il y a peut-être une mise en valeur du théâtre par le fait que maintenant la supercherie IA va quand même toucher à pas mal de choses. Je comprends. Entre le cinéma, la télévision, les chansons, qui a écrit cette chanson? Ah bon, c'est l'IA? Tout, ça va toucher beaucoup de Comme trucs pour la artistiques. musique aujourd'hui, Et où le les gens se journalisme, déplacent, le journalisme et tout. Et par contre, ce qu'on ne peut pas remplacer, c'est quelqu'un de vivant sur scène face à des gens vivants. Merci Annie de nous avoir reçus. Mais de rien. Et puis on est quand même le 26 janvier, donc une bonne année Oui, 2026. oui, on peut avec encore. plein de nouveaux projets. On peut encore, oui. Voilà. Il y en a qui ont été annulés, mais il y en a certainement d'autres qui vont s'ouvrir. J'espère.